Nous abordons la dernière partie de notre journée gestion avec une table ronde consacrée au rôle du trésorier face au risque de dégradation de la situation financière. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Christine Cormeret, qui est présidente de l'UDOGEC du Havre, Francis Lacotte, directeur administratif et financier de la Fondation de la Salle, Alain Eano, vous êtes directeur financier du collège et lycée Saint-Joseph du Loquidie à Nantes, François-Michel Pardon, chef d'établissement au lycée Saint-Charles à Chalon-sur-Saône, Yvon Mingui, je vous cherche, vous êtes là, donc trésorier de la FNOGEC, tout le monde le connaît, et président de l'UROGEC de Normandie, et enfin Vincent, alors, vous n'êtes pas tout à fait le dernier, Vincent Cordonnier, délégué général de la Fondation Saint-Mathieu, et enfin Renan Rioufol, responsable mutualité, marché et communication externe, tout ça à la mutuelle Saint-Christophe Assurance. Un grand merci à vous tous d'être présents parmi nous. Alors, nous allons nous intéresser effectivement au rôle clé que joue le trésorier au sein du réseau des OGEC, mais avant de nous pencher sur la façon dont il appréhende les risques et sur les outils qu'il peut mettre en place pour les maîtriser, eh bien, je vous propose d'évoquer son profil. Alain Eano, le micro marche, c'est magnifique. Vous êtes, je le rappelle, directeur administratif et financier du collège-lycée Saint-Joseph du Loquidie à Nantes, un établissement qui compte 2100 élèves, c'est énorme, mais vous êtes aussi trésorier d'une école de 140 élèves et par ailleurs président de l'association des attachés de gestion de l'enseignement catholique. Pour commencer, vous êtes venu avec vos supporters, c'est bien. Alors, pour commencer, j'ai envie de vous demander tout simplement de nous livrer, si c'est possible, le portrait robot du trésorier d'OGEC. Voilà, merci. À mon avis, il serait peut-être un peu trop simpliste de vouloir définir un profil unique d'un trésorier OGEC, tant les réalités dans les établissements sont différentes de par déjà leur taille, de par leur organisation et puis également de par les compétences internes qui existent ou non. Donc c'est un préalable. En même temps, au-delà de ça, il faut, je pense, considérer que le trésorier OGEC est quelqu'un, quel que soit l'établissement où il exerce, un bénévole au service de l'institution qui va mettre ses compétences avant tout en appui au président d'OGEC et qui, par ailleurs, va acquérir une bonne connaissance de notre secteur qui est particulier, une bonne connaissance de l'établissement, des textes qui les régissent, à commencer par les statuts de l'enseignement catholique, les statuts de l'OGEC, et puis il va aussi, bien sûr, respecter le caractère propre et le projet éducatif pour lequel il adhère. Alors, vous avez prononcé le mot compétence. C'est un bénévole, vous l'avez rappelé, évidemment, et est-ce qu'il doit néanmoins présenter des compétences professionnelles dans le domaine de la comptabilité et de la gestion financière ? Alors, je vais rejoindre ce que disait Mme Beck tout à l'heure. Comme elle le disait, les trésoriers au Secours catholique, idéalement, ce sont des anciens responsables ou gestionnaires de PME, d'entreprises. Donc, effectivement, c'est le profil idéal. Il faut qu'ils aient nécessairement des compétences, des connaissances dans le domaine de la gestion financière, économique et sociale. Et donc, il ne faut pas que les chiffres leur fassent peur et qu'ils aient la capacité de les analyser. Oui, ne pas avoir peur des chiffres. Voilà. François-Michel Pardon, vous êtes à la tête du lycée Saint-Charles à Chalon-sur-Saône, un grand navire qui compte 2800 élèves. Pour vous, le trésorier doit être un pro ? Oui, je continue sur la même lancée. Le trésorier doit être un pro, un professionnel, avec certes des capacités d'analyse financière, ça c'est indéniable. J'insiste sur le deuxième volet, qui est la connaissance de notre système et de la connaissance fine de l'établissement qui le concerne. En termes de veille stratégique, parce que je pense qu'il s'agit de veille stratégique à faire de la part d'un trésorier, qu'il ait des indicateurs fiables, certes, au niveau financier, mais qui soient aussi pertinents, parce que nous sommes là au service d'un projet éducatif, et que les indicateurs financiers fiables ne sont pas toujours ceux qui sont les plus pertinents en adéquation avec la nature du projet. Et vous voulez dire par là peut-être que le rôle du trésorier, il est financier, certes, mais pas seulement. Il y a un rôle qui est beaucoup plus large en réalité. Il y a une fonction qui est plus large et dans les faits qui demande d'avoir des qualités qui ne sont pas que financières, des qualités relationnelles, des qualités d'écoute,
des qualités d'accompagnement au changement, quand il faut renforcer une procédure, quand il faut changer un outil. Voilà, donc sur ces aspects-là, il y a des éléments qui sont importants. Et puis le deuxième aspect aussi, que le trésorier puisse avoir une approche systémique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des indicateurs financiers pour piloter un établissement. Alors, je me tourne vers vous, Francis Lacotte, vous qui êtes le directeur administratif et financier de la Fondation de la Salle. Comment définiriez-vous les autres missions du trésorier ? Comme ce qui a été dit, ce qui est important, c'est quand même que le trésorier il est au service d'un projet éducatif, au service de l'enseignement catholique. Les OGEC ne sont pas des associations tout à fait comme les autres, elles sont porteuses de valeurs, elles participent à une mission d'église, donc pour moi, il y a quelque chose qui est assez important, c'est un rôle d'exemplarité, et doit également veiller à de bonnes pratiques. Alors ça a été évoqué dans tout ce qui a été dit aujourd'hui, des bonnes pratiques, une bonne gestion. Donc il a ce rôle-là d'être acteur, ou en tout cas de stimuler dans l'établissement ce genre de choses. Il y a peut-être aussi un autre élément qui est important, c'est que le trésorier de l'OGEC, il a une certaine liberté dans l'établissement. Ça n'arrive jamais, mais il peut y avoir certaines malversations ou choses comme ça, de mauvaises pratiques, pas forcément des choses pour nuire. Et pour un salarié, c'est peut-être pas forcément toujours facile. Une comptable qui voit des choses peut-être un peu louches, de parler. Et si le trésorier détecte ce genre de choses, il a une liberté pour pouvoir agir, ce qui n'est pas toujours le cas d'un salarié. Alors, Yvon Mainguy, président de l'Urogec de Normandie, quand il s'agit d'un établissement de grande taille, comment se répartissent les tâches ? On a envie d'y voir un petit peu plus clair entre le trésorier, le président, le directeur administratif et financier ou l'attaché de gestion, l'expert comptable. On pourrait même d'ailleurs y ajouter le chef d'établissement et le commissaire aux comptes, qui sont non, mais c'était une liste non exhaustive. Je comptais sur vous pour la compléter. Ils sont tous des professionnels, effectivement, du chiffre et de la gestion. Et le trésorier n'est pas, lui, nécessairement un professionnel du chiffre et de la gestion, même s'il doit avoir une certaine appétence, bien évidemment, pour les chiffres. Mais c'est lui qui doit faire l'interface entre tous ces professionnels et le conseil d'administration. Donc, il doit recueillir, donc, tous ces professionnels vont mettre à la disposition du trésorier tous les éléments qui vont permettre au trésorier d'informer le conseil d'administration, lequel prendra les décisions qui s'imposent pour déterminer, par exemple, la contribution des familles, pour dire le forfait communal est insuffisant, il est peut-être temps d'engager une action auprès de la commune. Donc vous voyez, le rôle du trésorier, c'est véritablement bien de faire le lien entre toutes les informations financières et de gestion de l'établissement et le conseil d'administration, et de recueillir tous les éléments qui vont permettre de prendre la décision. Par exemple, en matière de créances sur les familles, s'il y a une famille une ou plusieurs familles qui ne paient pas suffisamment ou qui ne paient pas ce qui est dû, c'est pas le chef d'établissement, c'est pas le trésorier, c'est pas le comptable, c'est pas l'expert comptable qui va prendre la décision. C'est le trésorier qui, au vu des éléments qu'il aura recueillis auprès de tous ces professionnels, informera le conseil d'administration et le président, lequel prendra la décision. Donc vous voyez, d'un côté, on a ceux qui font, qui sont les véritables professionnels, mais de l'autre côté, on a ceux qui prennent les décisions et qui sont en partie représentés par le trésorier. Alors, François-Michel, pardon, Yvon Mainguy avait raison de rappeler que dans la longue liste des personnes qui interagissent avec le trésorier, il y a le chef d'établissement. Je comprends bien, vous êtes chef d'établissement. Quelle maîtrise commune des risques ? Quelle coopération pour s'attaquer à ces risques ? Je vous remercie de m'avoir invité, du coup. Je vous remercie aussi. Je souhaite un peu prendre le contrepoint. Je suis chef d'établissement, je dirige un ensemble scolaire. Le premier risque pour moi, c'est l'accueil et la sécurité de tous les élèves. Ensuite, c'est la conformité et la qualité des enseignements et des certifications. Ces risques-là, je me permets de les rappeler parce que c'est un peu le cœur de métier de tout ce que j'ai entendu ce matin sur l'entreprise dans laquelle nous sommes en interaction. Donc ça, c'est un élément important. Pour moi, chez l'établissement, j'ai besoin d'avoir des appuis qui soient solides et des appuis qui soient structurants, de manière pour avoir après la liberté d'agir. Un deuxième point aussi, c'est que dans la fonction du chef d'établissement,
il y a l'accompagnement et le management des équipes au quotidien, au fil de l'eau, et qu'il y a un certain nombre de décisions qui doivent être aussi contenues par des procédures de manière à ce qu'elles puissent se prendre des fois en temps réel. Donc ça, c'est un élément important, et cette conduite des équipes concerne toute la communauté éducative. Alors, pardonnez-moi d'insister, mais je suis un peu monomaniaque. Ce soir, c'est le trésorier, votre relation avec le trésorier. Alors, tout. Le trésorier, pour moi, est membre du conseil d'administration, donc sa fonction, c'est une fonction de conseil. Le binôme chef d'établissement trésorier est un binôme subtil. Chacun a son territoire, il faut les articuler, il faut les réinterroger régulièrement. Il y a une notion de respect et d'ajustement de cette double fonction et de cette double vigilance, à la fois stratégique et opérationnelle. Je fais aussi une incise en me disant que depuis tout à l'heure, j'entends depuis ce matin parler des risques. Moi, en tant que chef d'établissement, pour moi, un risque maîtrisé, c'est une opportunité. C'est une opportunité au changement, même si ce n'est pas toujours facile, c'est un levier pour agir. D'accord, c'est bien de rappeler ça parce que certains ont pu se dire finalement c'est relativement anxiogène, tant de risques dont on n'avait pas conscience. Alors, je vais trahir un petit secret. Il paraît que dans une vie antérieure, vous avez été vous-même président d'OGEC dans une petite école. Est-ce que la fonction du trésorier y était la même que celle du trésorier que vous côtoyez dans votre établissement? Je pense que les fonctions sont analogues. Les effets ne sont pas les mêmes au niveau financier, au niveau juridique, au niveau de l'impact. Lorsque vous avez un gros navire, vous avez effectivement une force de frappe financière, vous avez aussi une inertie qui peut être vite dangereuse. Dans un petit OGEC, les risques financiers n'ont pas les mêmes effets, mais les effets sur les personnes sont les mêmes. D'accord. Alors, je pense aux élèves, je pense aux enseignants, je pense au personnel. Alain et Anno, on vient de cerner toute la complexité du rôle du trésorier. Cela plaide-t-il pour la mise en place de formations spécifiques? Alors je crois que l'illustration de cette journée montre bien qu'il y a nécessité déjà d'être en veille et puis également de se former. Être en veille, c'est pour un trésorier sans doute de au moins prendre connaissance des publications, qu'il s'agisse des publications notamment de l'AFNOGEC, Arc-Boutan, qui est relativement riche. C'est aussi participer, pourquoi pas, des webinaires qui sont nouveaux dans notre réseau et qui sont très, très intéressants. En tout cas, nous, les attachés de gestion, les cadres de gestion, on les apprécie énormément. Et ça va être aussi peut-être aller sur le site d'indices pour effectivement aussi comparer, c'est de l'auto-formation, des données, on va le voir après, oui. Donc je ne vais pas avancer trop vite sur le sujet. Mais effectivement, ça peut être un outil de formation, bien sûr. Voilà. Et puis ensuite, il y a les formations en elles-mêmes que délivrent les réseaux, que ce soit les UDOGEC, UROGEC, les organisations professionnelles, et puis également des tutelles, comme le réseau La Salle, qui tous les ans ou tous les 2 ans organise un réseau GEC pour les trésoriers. Et ces formations sont nécessaires, utiles à tous les trésoriers, qu'ils soient dans de grands établissements ou dans des petits, ou est-ce qu'il y a un focus, une attention particulière aussi à porter sur les petits établissements? Alors concernant effectivement les plus petits établissements, je pense que là il y a un travail plus local qui doit être effectué, tant par des initiatives prises par les UDOGEC que par le maillage local qui existe. À Nantes, nous avons ce qu'on appelle des clés, un ensemble d'établissements du premier degré qui sont rattachés à un établissement ou 2 établissements secondaires. Et c'est là que nous avons un travail d'animation à avoir entre nous pour réunir les trésoriers, les présidents, et puis travailler ensemble sur des projets que sont des achats groupés, que sont les modes de contrôle, etc. Alors sur la formation des trésoriers, je crois que François-Michel voulait ajouter quelque chose quand on a préparé cette table ronde. Et il est intervenu en disant qu'effectivement, il y avait un aspect spécifique qu'il fallait aborder pour les trésoriers qui viennent souvent du monde de l'entreprise et qui n'ont pas forcément toujours les clés pour comprendre et agir dans un univers qui, lui, est associatif. Je pense qu'il y a un volet de formation qui est un volet d'acculturation, qui est très important, et d'acculturation à nos fonctionnements, mais à nos contraintes aussi. Je pense au plan comptable. Vous évoquiez dans la journée la question de la facturation. Facturer à des familles, ce n'est pas facturer en entreprise. Je me plais moi aussi à dire et à rappeler à mon conseil d'administration que j'ai 2300 clients. Je les ai dans les murs du matin au soir. Que ces clients, c'est quoi? C'est la confiance des familles, et que cette confiance des familles en termes financiers sont des produits. Pour
reprendre la chaîne, et que c'est une gestion qui est subtile. Et oui, une gestion subtile. Alors, quand on parle de trésorier, notamment de trésorier dans des OGEC qui sont de petite taille et dans lesquels on n'a pas forcément toutes les compétences sous la main, évidemment, on va pouvoir se tourner vers le réseau. Quel soutien du réseau Alors, effectivement, hein, c'est le réseau qui doit se substituer au manque peut-être de compétences professionnelles au sein des petites écoles. Je pense aux écoles du premier degré à 80, 100, 110 élèves qui ne peuvent pas avoir bien évidemment les moyens d'avoir un comptable permanent sur place. Et le rôle du trésorier, c'est pas de tenir la comptabilité, c'est pas de faire le travail à la place du comptable. Donc ils doivent nécessairement dans ces petites écoles s'appuyer sur le réseau. Et là, il y a deux possibilités, et c'était rappelé d'ailleurs par divers interlocuteurs tout à l'heure. Soit on rattache cette petite école pour faire un certain nombre de travaux à un établissement plus important, collège ou lycée ou groupe scolaire, soit c'est l'UDOGEC local, comme ça se passe par exemple en Normandie ou ailleurs, hein, qui tient les comptes, hein, qui fait véritablement les opérations comptables à la place donc pour le compte plus exactement de l'école. Je crois que par exemple l'UDOGEC de Rouen doit gérer une quinzaine de 15 ou 20 comptabilités de petites écoles. Donc ça permet à ce moment-là au trésorier d'avoir tous les éléments nécessaires pour accomplir sa mission, c'est-à-dire l'information et la veille auprès du conseil d'administration. Mais ce n'est pas lui qui doit faire. Hein, puisqu'on a d'ailleurs évoqué ce matin, enfin tout à l'heure, la séparation entre, j'allais dire, ordonnateur et comptable. C'est une vieille dénomination qu'on trouve dans le secteur public. Eh bien, je crois que cette séparation ne peut se faire que si celui qui tient les comptes n'est pas celui qui les analyse, etc., et qui informe le conseil d'administration. On va rester en Normandie. Même question pour vous, Christine Cormeret, présidente de l'UDOGEC du Havre. Quel soutien peut apporter une structure comme la vôtre, aux petites écoles notamment ? Bien, écoutez, nous sommes une jeune UDOGEC puisque nous avons 15 mois d'existence, mais nous avons mis en place une structure interne permanente permettant, comme vient de vous le dire Yvon Mingui, une aide aux petites écoles sur le plan purement comptable, et donc pour les aider soit dans la tenue, soit dans l'établissement des documents de synthèse, soit dans l'établissement des payes également, puisque c'est un domaine extrêmement important. On est vigilant aussi sur la séparation des fonctions, et j'ajouterais que les nouvelles dispositions qui ont été mises en place par les organismes sociaux par rapport aux déclarations sociales nominatives, donc ce qu'on appelle les DSN, maintenant tout étant automatisé, ça réduit quelque part les risques au niveau des règlements notamment, puisque les séparations des fonctions là sont extrêmement bien respectées, puisque ce sont les organismes sociaux carrément qui vous font des prélèvements, donc on ne peut pas mieux rêver sur ce plan-là. Et le trésorier, dans ce cas-là, doit s'assurer, bien entendu, qu'au moment où les prélèvements vont être effectués, qu'il y a suffisamment de trésorerie sur son compte pour ne pas se retrouver en porte-à-faux par rapport à ça. Je rajouterais autre chose, c'est qu'en tant que président du DOGEC, nous sommes membres de droit des conseils d'administration des différentes OGEC de notre diocèse. Donc, à ce titre, nous sommes répartis la tâche parce que le président ne peut pas tout faire, et on s'est répartis les différents établissements et nous essayons de participer à chaque conseil d'administration, ce qui nous permet d'avoir de rencontrer et le président d'OGEC et le trésorier. Et donc, pour cela, il nous a à sa disposition pour poser des questions. Et nous pouvons être des relais entre l'OGEC et la FNOGEC, par exemple, s'il y a des questions qui se posent et qui sont techniques. Alors, si on a choisi de zoomer sur la mission du trésorier, c'est évidemment qu'il est en première ligne face au risque de dégradation de la situation financière de l'OGEC. Christine Cormeret, vous êtes, je l'ai dit, donc présidente de l'UDOGEC du Havre, mais on peut préciser que vous êtes aussi présidente d'un OGEC, vous êtes commissaire aux comptes et par ailleurs trésorière d'un club service en dehors du réseau des OGEC. À quel type de risque financier le trésorier est-il confronté ?
Effectivement, là, sur ce plan-là, je cumule un petit peu, mais enfin, ça me permet au moins d'avoir un éventail très précis de tous les risques qui peuvent exister. Ils vous ont été largement décrits précédemment, mais c'est vrai qu'en matière de trésorerie, il faut être très vigilant, il ne faut pas toujours vouloir gagner plus avec des placements qui pourraient s'avérer être risqués. On parlera des placements plus tard, si vous le voulez bien. Et donc, il y a eu aussi des choses un peu toxiques qui ont un peu pollué beaucoup d'établissements. Donc, voilà, je crois qu'il faut être très, très, très vigilant. Mais dans la typologie des risques, tout à l'heure, vous avez prononcé le mot, je crois, de malversation. Enfin, il peut y avoir une gestion plus ou moins indélicate à un moment ou à un autre. Il peut y avoir des problèmes de trésorerie parce que tout simplement on ne traite pas les factures en temps réel. Enfin, quelles sont les difficultés qui peuvent constituer des risques dans la vie d'un OGEC et qui peuvent représenter un défi pour un trésorier? Eh bien, moi, dans mon OGEC, on va dire, j'ai mis en place une procédure parce que je trouvais qu'au niveau de la traçabilité des opérations, on n'y voyait pas suffisamment clair. Et donc, j'ai voulu instaurer en fait un système de paraphes sur les documents pour être certain que celui qui a passé la commande, après, il y a vérification de la commande par rapport à ce qui a été commandé, que le chef d'établissement valide, que ensuite le président, donc moi j'interviens à ce titre, regarde également cette facture en la paraphant et en la datant, et enfin le trésorier, une fois qu'il a vu tous ces paraphes et ces dates, peut régler la facture sereinement. Et je pense qu'il faut vraiment responsabiliser tous les acteurs des OGEC, parce qu'il est important qu'ils sachent que tous les actes qu'ils effectuent ont une importance pour éviter justement toute dérive qui après peut se révéler très malheureuse. Et donc là, on rejoint pleinement ce que disait Hélène Beck sur le contrôle interne et la nécessité d'y associer l'ensemble des acteurs. Alors, on a vu depuis le début de l'après-midi que la cartographie des risques permettait d'identifier et d'évaluer des aléas afin de mieux les maîtriser. Est-ce que c'est une pratique répandue dans le réseau ? Une pratique qui, en tout cas, gagnerait à se répandre dans le réseau. Je crois qu'on avait déjà un peu des éléments de réponse ce matin avec notre mini-sondage. Mais je vous pose quand même la question. Oui, bien que je connaisse bien le processus, mais c'est vrai que je n'ai pas vu beaucoup de cartographie de risque dans les OGEC qui composent notre UDOGEC, même si des procédures sont en place. Quelquefois, pas toujours, mais souvent, ce qu'il manque, c'est la formalisation. Mais les différents acteurs font ce qu'il faut, mais ils ne l'écrivent pas et ne s'assurent pas de la traçabilité des choses. Donc, c'est là qu'il faut vraiment sensibiliser et faire en sorte que tout soit bien respecté. Et on l'a dit, les procédures, une fois qu'elles sont écrites, elles doivent vivre. Ce n'est pas quelque chose qu'on range. Alors ça, j'ai trouvé bien souvent dans des missions des beaux classeurs qui étaient faits, mais plein de poussière, parce que personne n'y avait jamais mis les pieds. Alors, on fait bien à un moment donné, et puis après, il y a des changements de personnes, et puis on oublie que ça a été fait, et puis il faut recommencer. Et donc, ça, là, je crois que c'est extrêmement important d'avoir que ces procédures vivent. Alors, faire vivre les procédures, mais je reviens un petit peu à ma question sur la cartographie. Alors, la cartographie des risques, là, il faut la mettre en place. Ça, c'est un outil, une démarche que vous pratiquez régulièrement ou en tout cas que vous... C'est un vœu pieux, on va dire. Parce qu'on a vu ce matin dans le sondage que c'était quelque chose qui n'existait pas, qui n'était pas mis en place. Donc, écoutez, grâce à ces journées, on va pouvoir porter la bonne parole et puis faire en sorte que ça se développe au sein des OGEC. D'accord. Alors, portons la bonne parole. Pour évaluer les risques, ou en tout cas repérer une situation financière anormale, il est parfois pertinent de se comparer à d'autres établissements présentant un profil similaire. Diriez-vous, Francis Lacote, que les tableaux de bord d'indices peuvent être d'un grand soutien dans la mise en place d'un contrôle interne? Oui, tout à fait. C'est un excellent outil, assez simple à
à utiliser. Et je pense que c'est un outil pour le trésorier indispensable, parce que moi, il me paraît aussi, enfin, ce qui est important, c'est que le conseil d'administration ait pleinement connaissance de la situation financière, alors qu'on ne soit pas très à l'aise avec un compte de résultat, avec un bilan, je le conçois tout à fait, mais des indices qui sont assez... Enfin, les indices, les ratios qui sont donnés pas par indice, sont faciles à comprendre. La masse salariale, la CAF. Alors justement, la masse salariale, ça peut être un risque. Enfin, on pourrait se rendre compte en allant sur indice que il y a un risque de dérapage dans notre établissement et qu'il faut redresser la barre. Ce qu'il y a, c'est que les ratios, un seul ratio ne permet pas d'identifier une situation, mais c'est un ensemble de ratios. Et puis, un ratio à un temps T n'a pas beaucoup de valeur. C'est aussi son évolution, donc ça permet de vérifier un certain nombre de dérives. Alors on sait que la masse salariale, c'est 50% des charges, pour faire rapide, donc évidemment que c'est un indicateur à surveiller de façon importante. Après, et le comparer par rapport à des structures identiques, parce que alors, chaque établissement a ses spécificités, etc. Mais il y a quand même un certain nombre de dérives à ce niveau-là qui sont difficiles à rattraper. C'est-à-dire que si on veut réduire la masse salariale, vous savez comme moi ce qu'il faut faire, et que humainement, le coût humain est voilà, supprimer un contrat de photocopieur, c'est assez facile. Licencier quelqu'un, c'est un peu plus compliqué en termes de relations humaines, tout simplement. Quelle procédure mettre en place pour se prémunir contre une utilisation inappropriée des fonds dont dispose l'OGEC? Notons par exemple, Francis Lacote, mettre en place des règles de délégation ou encore un système de double signature dès lors qu'on engage des dépenses supérieures à un certain montant. Oui, c'est lié aux procédures. Alors, je dirais que les délégations écrites, enfin, tout ce qui n'est pas écrit n'existe pas. Juridiquement, c'est un peu ça. Donc, oui, il faut écrire les choses. Il faut que les choses soient claires. Qui fait quoi, quand, comment. Donc, des délégations écrites, oui. Voilà, ça c'est évident. Double signature, je dirais que c'est pareil. La confiance n'exclut pas le contrôle. Alors j'ai été chef d'établissement, donc je sais un peu de l'autre côté comment les choses peuvent se passer. C'est vrai qu'un chef d'établissement qui a la responsabilité de 2300 jeunes, en termes de responsabilité, c'est quand même pas rien. Et c'est vrai que si pour 10 000 euros, on lui demande on peut avoir un sentiment de perte d'autorité, etc. Mais je pense qu'il ne faut pas le vivre comme ça. On parlait du contrôle interne, il faut que tout le monde le comprenne. Et que je pense que c'est une protection, une assurance. Parce que, comme on disait tout à l'heure, l'être humain aime bien s'affranchir des contraintes et gagner sa liberté, mais ça a aussi des risques un certain nombre de fois. Alors l'un des risques parfois évoqués est celui d'une perte financière lorsqu'on place de manière hasardeuse des fonds dont l'OGEC n'a pas un usage immédiat. Quelle règle de prudence appliquer en la matière, Christine Cormeret? Merci. Écoutez, on va rappeler d'abord qu'une OGEC est une association. Et une association n'a pas pour but de faire des bénéfices. Il faut qu'elle, grâce à son budget, qu'elle équilibre ses ressources avec ses dépenses, et qu'il ne faut pas chercher à tout prix vouloir faire des excédents liés en fait à des placements hasardeux qui pourraient être faits. Et moi, j'avoue que je reste... c'est peut-être sagement, oui, en bon père de famille ou mère de famille, je ne sais pas comment il faut dire, tous les livrets A, les livrets B, les comptes associatifs, les comptes à terme. Ça rapporte peut-être pas beaucoup, mais enfin au moins on ne perd pas. D'accord. Est-ce que Francis Lacote, dans un cas comme celui-là, une trésorerie excédentaire, on a un projet mais pas pour tout de suite, le trésorier, il remplit une fonction pédagogique auprès des autres membres du CA? Comment ça se passe? Oui, les placements, surtout dans le contexte actuel, où en fait les rendements des placements sont faibles. Alors la contrepartie, c'est que les taux d'intérêt le sont également. Donc il y a un certain nombre, alors il n'y en a pas ici certainement, mais de produits, enfin de banquiers qui vont proposer un certain nombre de produits où forcément, vous avez des contrats de capitalisation en fonds en euros, ça ne rapporte pas grand-chose, 5%, mais si on y rajoute quelques unités de compte, donc des actions, des obligations, on booste un petit peu la performance. Il faut que le trésorier puisse être à même de présenter les choses, les risques, que les gens connaissent les risques. Et je suis quand même assez d'accord avec madame.
Bon, voilà, il faut être prudent, sachant que l'argent qu'on manipule, c'est l'argent des familles et accessoirement de l'État, donc le nôtre. Donc, je pense qu'il faut quand même être assez prudent dans ce domaine-là et pas de succomber aux sirènes de commerciaux très, très performants et de guides marketing très bien faits. Voilà. Merci. Alors, je le disais, le trésorier est en première ligne face au risque. Si la situation financière de l'OGEC se dégrade, par exemple, il peut être mis en cause. Ronan Rioufol, vous êtes, je l'ai dit, responsable mutualité, marché et communication externe à la mutuelle Saint-Christophe Assurance. Dans quel cas un trésorier peut-il se retrouver mis en cause? Peut-il avoir maille à partir avec la justice? Alors, on m'entend. Avant de parler de la responsabilité du trésorier, je pense qu'il est important de faire la distinction entre le contrat de l'OGEC, qui est la responsabilité civile d'exploitation, qui va fonctionner tout au long de l'année pour la vie courante de l'établissement, pour couvrir les accidents corporels et matériels qui peuvent arriver tout au long de l'année, de la responsabilité de gestion, qui va concerner cette fois-ci les membres du conseil d'administration. Alors, des exemples de mise en cause que l'on peut retrouver, on va avoir les erreurs, les omissions, les négligences. On a parlé des déplacements hasardeux, pas mal de fois. J'ai l'impression que c'est un sujet qui est remonté pas mal de fois aujourd'hui. Et puis après, il y a les déclarations inexactes dans la gestion de l'association, les engagements de dépenses disproportionnés par rapport aux ressources. Voilà, sont globalement ce qu'on peut retrouver comme exemple de mise en cause d'un administrateur. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il engage sa responsabilité personnelle, qui n'est pas couverte par le contrat de l'OGEC, ni par son contrat personnel. D'où l'importance de mettre en place ce type de contrat. Alors, peut-on dire qu'il est un bénévole plus exposé que les autres? Alors, je crois qu'on en a fait un peu la démonstration sur cette table ronde, quand on parle de rôle d'interface, d'information et de veille. Je pense qu'il touche à des fonctions clés financièrement, donc effectivement, il est peut-être plus exposé avec le président sur ce risque de mise en cause personnelle, effectivement. Alors, on parle chez vous de responsabilité des dirigeants. C'est un terme qui s'est imposé depuis pas mal de temps dans le monde de l'entreprise, mais qui arrive aussi dans le domaine associatif. Que propose la mutuelle Saint-Christophe Assurance pour couvrir cette responsabilité des dirigeants? Alors, le phénomène effectivement de la responsabilité des dirigeants, alors avant on parlait de mandataires sociaux dans le secteur de l'entreprise. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, il y a une enquête de l'Express qui sort à peu près 3000 mises en cause de dirigeants par an en France. Pendant longtemps, on a estimé que le secteur associatif était préservé. Et finalement, avec la judiciarisation et le professionnalisme du monde associatif, on arrive à avoir de plus en plus de réclamations. Ce que va proposer la mutuelle Saint-Christophe par rapport à d'autres contrats, c'est avant tout de prendre la défense du dirigeant, c'est-à-dire prendre en charge ses frais d'avocat et ses frais de défense. Et puis si sa responsabilité personnelle est reconnue, c'est le versement de dommages et intérêts aux victimes. Alors, il faut peut-être préciser que ce n'est pas une assurance individuelle ou nominative. C'est une assurance qui est contractée soit par une UDOGEC, soit par un OGEC plus spécifiquement. Alors, c'est un contrat qui est mis au niveau de chaque association. En termes de conseil, on peut préconiser d'éviter les listes nominatives, d'avoir un contrat qui fonctionne à la fois pour les membres de droit, mais également pour les membres de fait, parce qu'on va avoir par système de délégation des transferts de responsabilité sur des collaborateurs salariés, par exemple. Et puis, on va avoir également la responsabilité des dirigeants passés, c'est-à-dire les anciens administrateurs. Évidemment, puisqu'on peut être mis en cause quelques années plus tard. Exactement. Donc après, le contrat peut se mettre soit de façon individuelle au niveau de chaque OGEC, et puis par un système de mutualisation, les UDOGEC ont pu à un moment décider de mutualiser cette approche, de souscrire ce contrat au niveau du département ou même de la région pour couvrir l'ensemble des OGEC sur le territoire. Et donc 80% du territoire est couvert de cette sorte. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 80% des UDOGEC qui sont arrivés à construire une approche mutualisée. Et après, sur les 20% restants, c'est une souscription individuelle OGEC par OGEC. D'accord. Merci Ronan Rioufol de nous avoir présenté ce contrat qui permet de sécuriser l'engagement des dirigeants bénévoles et notamment celui des trésoriers. Je me tourne à présent vers vous, Vincent Cordonnier, délégué général de la Fondation Saint-Mathieu et ancien
trésorier, puis président, la voie royale, président d'un OGEC parisien. Votre fondation vient en aide à des OGEC, notamment à ceux qui doivent faire face à une dégradation de leur situation financière. Elle le fait notamment en les aidant à lancer leur propre campagne d'appel à dons. De quelle manière ? La Fondation Saint-Mathieu a effectivement comme mission d'aider les OGEC et donc les trésoriers à trouver des ressources complémentaires pour financer leurs projets, notamment leurs projets d'investissement. Et la première façon dont elle les aide, c'est justement en les aidant à monter leur propre campagne d'appel à dons, à faire appel à la générosité publique. La générosité publique, c'est les dons, mais aussi, ne l'oublions pas, les libéralités, les legs. Et notre objectif, c'est d'apporter donc le meilleur service en mettant en place et en mettant à disposition des OGEC des compétences humaines, mais aussi des outils, puisque nous avons lancé en fin 2017 une plateforme de financement participatif qui s'appelle J'aide mon école et qui permet de monter du crowdfunding, ce qui est une nouvelle façon pour les écoles de trouver des ressources complémentaires. Quels avantages, quelle sécurité supplémentaire quand on passe par votre fondation pour lancer un appel à dons ? Les OGEC sont d'intérêt général et donc peuvent recevoir des dons. Il n'y a aucun doute là-dessus. En revanche, il peut y avoir quand même des risques et c'est là qu'on a un rôle à jouer. Le premier, c'est qu'effectivement, un don doit avoir un caractère libéral, c'est-à-dire il doit être effectué sans contrepartie directe ou indirecte au bénéfice de celui qui l'effectue. Et donc, oui, le don en France permet de bénéficier d'un reçu fiscal. La responsabilité du reçu fiscal est une responsabilité importante. Quand c'est la Fondation Saint-Mathieu qui mène l'opération et qui vous permet de flécher des dons, c'est elle qui assume cette responsabilité. L'autre aspect, c'est que depuis début 2017, les reçus fiscaux peuvent être contrôlés par l'administration fiscale. Et donc, quand on émet des reçus fiscaux, on est susceptible d'être contrôlé sur les reçus fiscaux eux-mêmes, leur origine, pouvoir prouver que des dons ont bien été faits et que les sommes ont bien été utilisées à ce pourquoi les personnes ont donné. Donc cette responsabilité, c'est nous qui l'assumons, moyennant une commission de gestion de 5% à partir du 1er septembre. Donc si vous avez des opérations à terminer très vite, faites-le, c'est encore 3%. Alors, il y a les dons et puis il y a les legs. Quels avantages en termes de legs, notamment avantages fiscaux, quand on passe par vous ? Alors, jusqu'en 2014, jusqu'à la loi ESS, les OGEC ne pouvaient pas recevoir de legs. Depuis, elles le peuvent, parce qu'elles sont à nouveau d'intérêt général et qu'elles ont un caractère éducatif. La seule chose, c'est qu'elles payent des droits comme un héritier qui n'a pas de lien de parenté avec le légataire. Aujourd'hui, ces droits sont de 60%. Ça veut dire que quand quelqu'un lègue 100 à une école, l'école n'en récupère que 40. La Fondation Saint-Mathieu, par ses statuts, peut se substituer à l'OGEC, récupérer pour elle la libéralité. Elle y met à nouveau ses compétences parce que voilà, gérer les liens avec les notaires, les agences immobilières, les avocats, c'est une vraie activité. Ça demande aussi des compétences que nous mettons à votre disposition. Et nous, en tant que fondation reconnue d'utilité publique, nous sommes exonérés de droits de mutation à titre gratuit. Et donc, nous récupérons 100% de la libéralité. Votre fondation accorde aussi des aides directes à certains établissements. Pourriez nous en dire quelques mots très concrètement avec un ou deux exemples ? Donc la Fondation aide les écoles à mener leur propre campagne, ce sont des dons affectés. On mène aussi des propres campagnes d'appel à dons libres et évidemment ces sommes elles sont mises à la disposition des OGEC. On a évidemment des moyens encore limités qui ne sont pas ceux du Secours catholique que nous avons vu tout à l'heure. Hélas, néanmoins, on se concentre donc sur plusieurs types de projets. D'une part, des subventions, principalement sur les petites écoles isolées. Je pourrais citer l'exemple, par exemple, de Notre-Dame Longny-au-Perche, qui est une école de 2 classes dans l'Orne, qui a connu quelques difficultés, mais qui est bien repartie, qui n'a pas beaucoup pu faire de travaux, qui n'a pas de moyens d'investir. Et donc l'an dernier, on lui a accordé une subvention de 10 000 € qui lui a permis de s'occuper de sa salle de mobilité pour ses maternelles. Et puis sur les gros projets, les projets d'investissement, là on accorde des aides remboursables. Là pour le coup on a baissé nos frais de gestion, je tiens à le signaler, à compter de maintenant. Et ça permet donc de compléter des financements bancaires ou d'aider des OGEC qui n'ont plus les possibilités plus la possibilité de s'endetter. Et donc là par exemple nous allons verser une aide de 250 000 € à Sainte-Louise à Mont-de-Luçon pour la réouverture de sa filière hôtelière et la remise en place de son restaurant d'application.
D'accord, merci. Alors, avant de clore cette table ronde, je voudrais qu'on évoque un nouvel outil que je tiens là dans ma main, qui reprend l'essentiel de ce que nous venons d'évoquer. Je veux parler du memento du trésorier, un document qui était validé par le conseil d'administration de la FNOGEC après approbation de la commission comptabilité gestion et de la commission statut et bénévolat. Pourriez-vous, s'il vous plaît, Yvon Minguy, nous en dire quelques mots? Quelle a été la démarche? Qui a participé? Je crois qu'on a autour de cette table pas mal de gens, si ce n'est tout. Je crois que toutes les personnes autour de cette table quasiment ont participé. Autour de cette table ronde, mais aussi dans la salle, de nombreuses personnes qui ont été interviewées pour l'élaboration de ce document, qui a été managé par la commission comptabilité-gestion avec Brigitte Perdry. Donc c'est un document qui a un aspect purement pratique, qui va vous donner de nombreux conseils, de nombreuses indications, informations, etc. sur la mission et le rôle du trésorier, et notamment sur deux aspects importants qui ont été d'ailleurs largement abordés au cours de cette table ronde, c'est la veille et la communication. Vous allez trouver de nombreux exemples d'utilisation, donc de nombreux exemples sur le travail qu'il y a à faire en matière de veille et de communication, parce que ça reste pour moi quand même une grande partie de la mission du trésorier. Alors je ne sais pas si ce memento va être diffusé aujourd'hui, mais en tout cas, il faut qu'il ruisselle, qu'il soit diffusé largement dans les UDOGEC, UROGEC, à charge pour eux de le diffuser auprès des OGEC. Et c'est un document qui devrait être remis à tous les trésoriers nouvellement nommés. Bien, un grand merci à vous tous d'avoir participé à cette table ronde. Nous voilà quasiment parvenus au terme de cette journée riche en enseignements. Avant de céder la place à Aurélia de Saint-Exupéry, secrétaire générale de la FNOGEC, et Jean-Louis Roumillac, président de la commission comptabilité-gestion, pour un message de conclusion, permettez-moi de vous remercier chaleureusement pour votre attention et de vous souhaiter une bonne fin de journée. Nous laissons donc la place à Aurélia de Saint-Exupéry et Jean-Louis Roumillac. Merci.